Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Une fois n'est pas coutume, encore une fois. Bis repetita, nous sommes encore en période de confinement. Ceci dit, les amis, on est résolument optimistes et on s'est dit on va quand même venir en studio en préservant bien entendu les règles de distanciation sociale. On est dans le 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, comme chaque mois avec les équipes de Capital et de Radio Imo. On vous a concocté une émission qui, on l'espère, va vous aider à préparer et concrétiser vos futurs projets immobiliers avec toujours mon complice du jour, Guillaume Chazoulière de Capital. Comment ça va, Guillaume? Très bien, Sylvain. Très bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler maison individuelle. On fait une petite pause. Là, en temps de confinement, on va se stopper un peu sur la maison. On en a beaucoup parlé depuis la fin du dernier confinement. A-t-on réellement assisté à la ruée sur ces maisons individuelles partout en France? Les prix ont-ils flambé, en tout cas augmenté, suite à cette demande? Et puis la demande est-elle toujours aussi forte, si elle l'a été, en raison de la crise qui se prononce? On va faire le point. On va faire le point avec deux invités aujourd'hui. Christophe Boucaud, délégué général du pôle Habitat FFB, qui regroupe les grands acteurs de la construction et de l'aménagement. Bonjour. Et Christopher Gonsalves, représentant du réseau immobilier Orpi. Et on fera aussi, avec ces deux experts, tous les conseils pour acheter une maison, si ça intéresse nos éditeurs. Bien évidemment, on va vous donner toutes les clés de compréhension, comme chaque mois au sommaire. Alors toujours, ça vous concerne, votre séquence préférée avec nos experts, avocats, notaires, agents immobiliers qui répondront à vos questions, et la minute, bien évidemment, de l'UFC Que Choisir, la chronique de David Bienbassa de Bien Ici. On parlera ce mois-ci, des risques de recrudescence des troubles de voisinage en ces temps de confinement. Dieu sait que c'est le cas. C'est parti pour le 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après ça. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Rebonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez pour ce 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, c'est lors de notre séquence grand témoin. Nous recevons donc deux invités pour parler de la maison individuelle. Bonjour Christophe Boucaud. Bonjour. Vous êtes délégué général du pôle Habitat qui regroupe les grands acteurs de la construction et de l'aménagement. Donc vous êtes, on va dire, au cœur du réacteur. Avec vous sur notre plateau, voilà un agent immobilier connu, reconnu, Christopher Gonsalves est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de Orpi France, qui, je le rappelle, est le premier réseau immobilier français. Et bien sûr, comme d'habitude, mon cher Guillaume, c'est vous qui posez la première question. C'est très gentil, mon cher Sylvain. Mais je vous en prie, mon cher Guillaume. Alors bonjour messieurs, rebonjour messieurs. On l'a dit tout à l'heure, le sujet a beaucoup fait parler depuis la fin du dernier confinement. Il faut remonter au mois de mars. A-t-on, oui ou non, finalement, assisté ces derniers mois à une ruée des Français sur les maisons individuelles? Et si oui, où et dans quelle région c'est le plus prononcé? Peut-être vous pouvez commencer. Alors oui, il est évident que compte tenu du confinement, le logement est redevenu vraiment le noyau dur du foyer. Donc il y a eu une volonté de rendre le logement plus polyvalent, d'avoir plus d'espace, d'avoir un extérieur. Donc forcément, quand on réunit tous ces critères-là, on se dirige naturellement vers la maison. Ça, c'est dans l'intention. D'ailleurs, on a eu une augmentation de nos recherches sur la maison, sur notre site internet, qui était vraiment favorisée. Après, cette intention a été confrontée à la réalité, la contrainte économique, parce qu'à critères équivalents, une maison, ça coûte plus cher qu'un appartement. Donc, il fallait faire un choix en fait entre mode de vie et logement. Donc voilà. Donc une fois confronté à la réalité, la maison ressort quand même grande gagnante en fait de tout ça, parce qu'on a eu une baisse du volume de transactions qui est là, mais qui est moins important en fait sur la maison que sur l'appartement. Moins 15% pour la maison versus 18% pour l'appartement. Donc voilà, donc la maison est vraiment ressortie grande gagnante. Il y a vraiment une volonté de la part des Français d'avoir plus d'espace. On a fait une étude Orpi post-confinement qui nous révélait qu'un tiers des Français avaient revu leur projet immobilier durant le confinement. Dans ce tiers-là, 26% voulaient un extérieur et 19% voulaient plus d'espace. Donc oui, il y a eu une volonté vraiment de se diriger vers la maison. Certains ont concrétisé. Et puis d'autres se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts à tout sacrifier pour plus d'espace et un extérieur, notamment leur mode de vie urbain, par exemple. Alors, est-ce que c'est un phénomène durable, ou peut-être une transformation quasi
anthropologique. En tout cas, est-ce que concrètement, on observe, Christophe Boucaud, des mouvements de population? Je reprends juste un élément. Il y avait une étude qui avait été publiée aussi, je crois que c'était le journal Le Parisien, qui avait interrogé les cadres, et plus de 80% des cadres étaient disposés à changer de vie, de lieu. Et il y a 3 choses qui apparaissaient: de l'espace, du verre et de l'air. Est-ce que vous confirmez cela? On peut confirmer. Nous, on est plutôt dans la partie construction de maisons neuves. Donc, on n'a pas effectivement la même lecture ou les mêmes indicateurs que mon collègue d'Orpi, mais il y a clairement une réactivité qui est démontrée. Toutes les études depuis la Seconde Guerre mondiale démontrent que les Français rêvent d'une maison individuelle dont on fait le tour. Ça se démontre, toutes les études le démontrent. On a, avec le confinement de mars, eu effectivement au niveau des constructeurs de maisons des nouvelles formes de clientèle plus urbaines à la recherche de parcelles à proximité directe des centres urbains pour assouvir un désir, on va dire, de nature beaucoup plus affirmé, lié à ce que certains ont pu vivre pendant le confinement. Ça se démontre aujourd'hui par une forte fréquentation, une forte demande sur ce qu'on appelle les prospects dans notre jargon, donc en maison individuelle. La question, elle est bien évidemment, et ça a été rappelé, la question économique, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement on a le pouvoir d'achat immobilier qui permet de concrétiser cette impulsion. Et puis au-delà de ça, c'est est-ce que cette envie nouvelle de certains urbains d'un produit maison à proximité de leur lieu de travail va se concrétiser ou va perdurer dans les mois à venir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les ménages que nous recevons veulent du verre et pas forcément un terrain immense. Au contraire, aujourd'hui, on a aujourd'hui des parcelles de petite taille, de 200-300 mètres carrés, difficilement vendables au préalable. Les pièces sont plus spacieuses ou pas? Les pièces. La surface moyenne de la maison, elle est aujourd'hui de 120 mètres carrés. Une maison neuve, globalement, c'est 120 mètres carrés. C'est un produit familial, la maison. Oui. Donc, c'est une surface qui tente à être assez stable dans le temps. Par contre, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des demandes différentes sur la fonctionnalité spatiale. C'est-à-dire, effectivement, des conceptions qui permettent de pouvoir mieux mixer vie personnelle, vie professionnelle. Enfin, on y reviendra dans une deuxième partie. Mais alors, du coup, cette demande, il y a une demande, qu'elle se finisse par des projets concrets ou pas, est-ce qu'elle entraîne une pression, est-ce que sur ces 6 derniers mois, elle a une pression sur les prix, notamment déjà sur la maison individuelle? Est-ce que aux abords de certaines villes, vous avez pu observer une pression qu'on n'avait pas vue avant, quoi? Oui, parce qu'en fait, de toute façon, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, sur toutes les zones où il y a eu une forte demande, ça a eu un effet direct sur les prix. On prend l'exemple d'Orléans, oui. Par exemple, qui est entre 2 à 3 000 euros du mètre carré intramuros, forcément intéresse les Parisiens. Reims, Évreux, il y a plein de villes en fait où effectivement il y a eu une demande. Nantes aussi, qui a fait partie des villes qui ont été très demandées. Donc oui, ça a eu un impact en fait localement sur certains marchés, avec une hausse, on va dire 3-4% pour les premiers marchés, jusqu'à 10% sur certains produits qui étaient vraiment très recherchés. Et puis après en fait, il y avait une décorrélation entre le prix et le projet. Ça veut dire que certains acquéreurs en fait étaient prêts à payer plus que le prix de toute façon. Alors après, c'était pas une règle générique. Mais ça augmente, c'est une forme de spéculation quelque part, non? Une forme de spéculation, ça augmente. Oui, c'est ça. Alors oui, et au-delà de la spéculation, parce que la spéculation, il y a une attente future. Les vendeurs de terrain, du coup, voilà. Voilà. Alors après, ça ne concerne pas tout le monde, puisqu'on a quand même encore une fois, la contrainte économique fait qu'il faut rester un moment dans le budget. Oui, puis il y a la mobilité, les centres urbains, une gare TGV, une gare pratique. Mais il y a clairement des agglomérations autour de grandes agglomérations. Vous avez senti une pression des prix sur les maisons individuelles anciennes? Oui, complètement. Oui. Sur les villes que j'ai citées notamment et plein d'autres. Et sur les terrains, c'est pareil, du coup? En fait, la rareté foncière fait le prix. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a, d'ailleurs les derniers chiffres qui sont tombés aujourd'hui du ministère sur la partie promotion immobilière en collectif ou en groupé démontre qu'on a un problème de production, on a un problème d'offre, on n'a pas vraiment aujourd'hui un problème de demande. Oui, on a des clients, des prospects, le stock n'a jamais été aussi bas. Le stock a fondu, il est passé en dessous des 9 mois et demi, je crois, de stock d'écoulement. Donc la question, c'est vraiment celle effectivement du foncier disponible.
et de la manière dont on a suffisamment de foncier adapté aux besoins en logement qui permet de réguler les prix. Je vous donnais juste un chiffre. En 30 ans, sur la partie maison individuelle, la surface moyenne des terrains pour la partie maison a baissé de 30%. Ah oui. Dans le même temps, les prix du terrain a augmenté de 30%. Ce qui veut dire qu'à un moment, il y a une variable d'adaptation, d'ajustement pour les ménages par rapport à leur projet, qui est la superficie de la parcelle, très bien, mais surtout, c'est le compromis que je fais dans l'éloignement de ce même terrain par rapport aux services et par rapport à mon travail. Je sais que c'est compliqué à chiffrer, hein, j'imagine, mais mettons-nous à la place d'un quelqu'un qui cherche à acheter aujourd'hui. En moyenne ou avec un exemple de ville, c'est quoi le coût du terrain? 80 000 euros en moyenne en France. Par rapport au coût de la maison, ce que je vais mettre dans la totalité. 80 000 euros. Dans le diffus, ce qu'on appelle la maison individuelle diffus, on est à 80 000 euros sur le terrain et on est à 170 000 euros pour la maison. Donc ça veut dire que vous avez un mix à 250 000 euros à peu près en moyenne France. En moyenne. On a des régions, on a des zones dans lesquelles le prix du terrain, il est de 50 ou 60% du budget total. C'est clair. Vous allez en région PACA ou en proche périphérie de la région parisienne, vous avez des prix du foncier qui 250 excèdent le prix de la construction. Prix moyen d'une maison en France. 250 000 euros, terrain avec compris. Une surface de 120 mètres carrés habitable. 120 mètres carrés, 900 mètres carrés de surface moyenne de terrain. Ça, c'est de l'ancien. C'est du neuf. Généralement, la maison ancienne, elle est plus chère qu'un appartement au mètre carré, je ne me rends pas compte. Ou c'est très inégal. Une maison est forcément plus chère. Maintenant, il y a tellement de critères en fait, qui composent une maison ancienne et un appartement. La rénovation énergétique, le coût de l'énergie, l'entretien. Les commodités, les quartiers. On sait très bien que dans certaines villes, d'un quartier à un autre, le prix peut varier de 20 à 30%. Donc voilà, c'est vraiment très diffus. Et après, alors il y a eu un autre usage aussi, c'est qu'il y a eu un peu une réappropriation de la résidence secondaire dans le phénomène sur les villes à proximité de Paris. Là où la résidence secondaire était avant tout un lieu de vacances, aujourd'hui en fait on a la résidence partagée qui est en train de se développer. C'est un peu une extension de l'habitation principale, donc avec les Parisiens qui achètent bien dans les villes dont on a cité, ou alors des villes vraiment région parisienne, plus proche région parisienne, parce que vivre toute la semaine à Paris, pour certains, c'est vraiment un mode de vie. Donc, ils ne veulent pas se priver de ça. Puis après, il y a l'école, il y a le travail. Mais par contre, ils veulent quand même leur bout de campagne, soit le week-end ou soit 3 jours même par semaine. Donc, parce qu'ils arrivent à avoir un jour de télétravail. Une journée de télétravail, Christophe Boucaud, par rapport à des cadres moyens parisiens. En ce moment, effectivement, on est dans une seconde période. Effectivement, ça s'adapte mieux. C'est quoi le niveau de tolérance? Vous avez parlé justement du niveau d'acceptation de l'éloignement des centres urbains ou de la mobilité. C'est quoi? C'est 1 heure de route, 1 heure et demie de route, 2 heures de route? On a des idées là-dessus? C'est intéressant. Ça. La réalité, c'est que c'est les derniers kilomètres qui sont compliqués, c'est pas les premiers. Bah oui, Et donc, dire de s'éloigner de 10 km alors du lieu dans lequel on aimerait habiter, qui pour beaucoup de ménages est toujours quand même relativement éloigné du centre, globalement. Enfin, si on sort des grandes métropoles comme Paris ou autres, on a quand même des effets concentriques de localisation des formes d'habitat. Donc les 10 km qu'on va faire supplémentaires, en temps, ils sont pas dirimants pour un ménage. Donc le degré d'acceptation, il est plutôt dans le compromis entre l'accès aux services, l'accès au travail et l'espace et le cadre de vie dans lequel, en fait, finalement, j'ai réalisé mon projet. Est-ce que c'est une chance pour les territoires? Je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est la revanche des maisons individuelles? Voilà. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on disait les maisons individuelles, c'était... Revanche, ça voudrait dire que vu des Français, il y avait un désamour de la maison. Alors, c'est pas le cas. Par contre, je pense qu'en termes de politique publique, il y a effectivement aujourd'hui un vrai phénomène qui mériterait d'être beaucoup mieux appréhendé en termes de politique publique. Pour et vers finalement des formes d'habitat individuelles qui soient halte à l'étalement urbain, donc forcément privilège du logement collectif. Ça c'est une vision assez, de notre point de vue, assez binaire des choses, et je parle en portant la parole et de constructeurs et de promoteurs immobiliers, d'aménageurs fonciers, donc j'ai aucun sujet avec ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui on construit très dense en maison.
On construit compact en maison. On a aujourd'hui des lotissements, juste pour finir, des lotissements ou des zones d'aménagement. On pourrait même, enfin, il vaut mieux parler de zones d'aménagement plutôt que de lotissement, parce qu'il y a un caractère un peu stigmatisant là-dedans. Ouais. C'est qu'on a des densités de population dans des zones d'aménagement qui sont aussi fortes que dans le logement collectif. Puisque vous avez aujourd'hui des produits familiaux qui hébergent des familles. C'est la deuxième partie de notre émission où on reparlera vraiment du concept de la maison. Mais juste sur le marché, un dernier mot. Là, on est en plein confinement, de nouveau, une crise qui va perdurer. Quel sera l'impact, selon vous, sur le marché de l'immobilier là pour 2021 maintenant ? C'est très compliqué de s'aventurer à des prévisions. Ce qu'on sait à date, c'est qu'on est dans une incertitude économique. Tous ceux qui ont essayé sont plantés. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le marché va s'effondrer. Je vais éviter en plus de s'enregistrer, donc je ne voudrais pas qu'on me ressorte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première période du confinement, il y a des personnes qui ont écrit très élégamment des Cassandres et des prophètes, mais il y a même des médiums qui s'y sont mis en disant voilà, ça va s'effondrer. Non, on-off, ça a repris aussi. Ça. Vous le savez, hein, Christopher. Tout ce qu'on sait aujourd'hui. Sauf que les plans sociaux, ils n'étaient pas là. Maintenant, je sais qu'ils vont arriver là. On sent qu'ils vont arriver. Il y a l'incertitude économique. Et on sait très bien que l'incertitude économique, elle va impacter quoi ? Elle va impacter la solvabilité des ménages. Forcément. Elle va impacter les conditions d'accès au crédit. Voilà, ça, c'est les deux facteurs qu'on ne maîtrise pas trop. Le troisième facteur qu'on maîtrise, enfin qu'on pourrait maîtriser, c'est le droit à la visite, puisqu'aujourd'hui, nous, on a une progression de notre trafic sur le site internet de 12%. Donc, c'est-à-dire que les projets sont toujours là. Les gens ont toujours envie d'acheter. D'ailleurs, je les encourage parce qu'on a toujours des taux historiquement bas, là où beaucoup de encore une fois, de prédictions allaient dans le sens d'une augmentation des taux. Ils sont toujours historiquement bas. Donc voilà, donc les projets sont toujours là. Nous, ce qu'il nous faut à date, c'est de pouvoir réenclencher justement les visites, accompagner les clients. Je sais qu'il y a des discussions entre les syndicats et les exécutifs par rapport à ça. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est habitués à respecter un cadre sanitaire hyper strict. Vous allez tenir jusqu'à début décembre ? Oui, jusqu'au 1er décembre. Ça peut, maintenant, au-delà, ça va être compliqué. Il ne s'agit pas de nous, en fait. Il s'agit des porteurs de projets. On est bien d'accord, mais en même temps, il y a un équilibre entre l'économie, etc. C'est pas bon signe que vous ayez besoin de travailler, c'est une évidence. Par contre, il y a des situations sociales tragiques, des ménages qui se sont séparés et qui n'ont pas retrouvé. La ministre Emmanuelle Wargon a dit ici même sur ce plateau il y a 15 jours que si jamais une personne n'avait pas retrouvé un bail de location, elle pouvait à titre dérogatoire rester dans l'appartement, aller expliquer à un bailleur que finalement je vais rester dans l'appartement. Pas si évident que ça, hein, quand même. Christophe Boucaud, justement, par rapport à ce que vient de dire Christophe, ce qui a été perdu a été perdu. Ce qu'il y a par là, c'est qu'on a eu un trou d'air très important avec le premier confinement. Il est moins important avec le deuxième, en tout cas pour la partie construction neuve. Mais ce qui a été perdu, on peut en rattraper une partie. Par contre, on ne rattrape pas tout ce qu'on n'a pas pu faire, on va dire, pendant la période de premier confinement. Et ensuite, il y a eu des retards qui ont été accumulés, les retards en termes d'autorisation d'urbanisme, les retards pris sur la réalisation des travaux, qui fait que pour l'économie générale des entreprises que je représente, effectivement, la baisse d'activité qu'on a eue sur 2020, elle va se traduire et en 2020 et surtout en 2021, voire en 2022. On parlait de la promotion immobilière et des chiffres du marché récemment publiés qui vont pénaliser l'ensemble de la filière, c'est-à-dire toutes les entreprises du bâtiment, donc toute l'économie de l'activité du bâtiment, en 2021 et en 2022. Ensuite, on a, pour les ménages, et ça a été souligné, on a un vrai sujet aujourd'hui qui est celui, effectivement, de leur capacité à accéder aux prêts immobiliers. On a des chiffres cette semaine qui ont été confirmés, qui démontrent qu'on a un doublement du taux de refus de crédit. Absolument. Ça, c'est un vrai sujet. Au-dessus les 10%. De taux de refus. C'est ça, on a doublé le taux de refus. Sur et ça, c'est étroitement lié, non pas aux taux, ils sont toujours historiquement bas, mais aux recommandations, effectivement, qui ont été celles du HSF. De demande à venir. De solvabilité des ménages. Parce que la demande, elle est là, mais c'est la solvabilité. Nous allons continuer dans notre 23e numéro. Merci, en tout cas, messieurs. Vous restez avec nous, Christophe Boucaud et Christopher Gonsalves. On va parler, bien évidemment, continuer notre poursuite du rêve de cette maison individuelle, dont rêvent beaucoup de Français. D'ailleurs, c'est très français dans l'idée, à l'heure où effectivement on parle beaucoup d'artificialisation des sols, on en parlera aussi par rapport à cela. Je vous propose de rester avec nous après un petit moment de pub, et il faut un peu de pub, et bien sûr la séquence préférée des auditeurs, ça vous concerne avec nos experts. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver
comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. See the mess and trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connected all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Rebonjour à toutes et à tous, toujours dans votre 23e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, la séquence que vous préférez si vous venez de prendre le train en marche. Je rappelle aussi que le podcast est toujours disponible. La séquence préférée avec l'ami Vincent Favreau, c'est les experts, Vincent. Oui, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Alors je vous redonne le concept, un ou une experte avec nous ici sur le plateau qui répond à vos questions, les questions que vous vous posez. Et notre première experte, c'est Lorraine Derry. Bonjour Lorraine. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocate spécialiste en location Airbnb et de l'immobilier aussi. Et c'est votre première dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Bienvenue. Merci. La première question, elle est de Josiane de Paris. Josiane est à la retraite, elle loue régulièrement sa résidence principale via Airbnb. Et elle se demande ce qu'elle risque si elle dépasse le fameux quota des 120 jours de location annuelle. Qu'est-ce qu'elle risque ? Alors, le principe est très simple, c'est que à Paris, si vous louez votre résidence principale pour des séjours de courte durée, vous êtes limité à 120 jours par an, sauf juste motif, à savoir cas de force majeure, raison professionnelle ou raison de santé. Depuis le mois d'octobre 2020, la ville de Paris s'intéresse désormais aux loueurs de résidence principale et n'hésite plus à les assigner en justice. Jusqu'à présent, elle assignait que les loueurs de résidence secondaire. Donc, qu'est-ce qu'elle risque ? C'est 10 000 € d'amende si cette personne loue plus de 120 jours par an et qu'elle ne justifie pas d'un juste motif, et 5 000 € d'amende si elle n'a pas préalablement enregistré son meublé auprès de la ville. Voilà. Et il faut faire aussi très attention parce qu'aujourd'hui, la ville de Paris a de réels moyens pour connaître le nombre de nuitées qui sont faites par ses loueurs. Ouais. D'une part, elle peut interroger les services fiscaux pour savoir si ça constitue ou non réellement la résidence principale. Deux, savoir si elle a déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale. Et enfin, depuis le 1er décembre 2019, il y a un décret qui autorise désormais toutes les villes, dont la ville de Paris, à interroger les plateformes, mais aussi les conciergeries Airbnb, de leur demander en gros le nombre de nuitées que le loueur a fait par leur intermédiaire. Donc aujourd'hui, il ne faut plus tellement s'amuser parce que elle a des vrais moyens pour pouvoir faire valoir ses droits. Une deuxième question maintenant, Lorraine Derry. Question de Philippe sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Philippe est à la tête de 15 logements en location. En épluchant les dossiers de chaque locataire, il s'est rendu compte que 6 ne fournissaient pas leur attestation d'assurance habitation, malgré ses nombreuses relances. Est-ce qu'il peut leur imposer de souscrire une assurance habitation ? Et si oui, comment faire si ils refusent ? Et est-ce qu'il peut souscrire une assurance habitation pour eux et leur refacturer ensuite sur les loyers, si ça se présente ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand on conclut un bail d'habitation, le locataire est tenu de souscrire à une assurance habitation. Il doit en justifier le jour de la remise des clés et à chaque année, il doit souscrire une nouvelle fois chaque année et il doit en justifier auprès de son bailleur lorsque celui-ci la lui demande. Faute de souscrire à une telle assurance, le bailleur dispose de 3 moyens. Soit demander la résiliation de plein droit du bail s'il y a une clause résolutoire qui vise ce manquement expressément. Soit s'il n'y a pas de clause qui vise ce manquement, aller devant le juge des contentieux de la protection et
par l'intermédiaire d'une action au fond, on va dire plus longue, eh bien, il pourra demander la résiliation judiciaire du bail parce que le défaut de souscription d'une assurance constitue un manquement grave. Soit, effectivement, il peut la souscrire à sa place. Et dans ce cas-là, il la répercute sur son loyer, mais pour ça, préalablement, il doit tenir informé son locataire. Et s'il le fait, eh bien, dans ce cas-là, il ne pourra plus solliciter la résiliation du bail. Donc oui, il peut le faire, mais à ses risques et périls. Il faut qu'il choisisse et ça peut aller jusqu'à la fin du bail pour le locataire. Ça peut aller jusqu'à la fin du bail. On peut demander aussi, on peut délivrer un congé 6 mois avant le terme du bail aussi pour motif légitime et sérieux. Voilà, donc il y a plusieurs moyens. Merci beaucoup, Lorraine. Eh bien, merci à vous. Lorraine Derry, avocate spécialiste en location Airbnb et en immobilier. On vous retrouve votre cabinet sur derry-avocat.com et vous posez vos questions pour la prochaine émission. Ça se passe sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Voilà, merci beaucoup, l'ami Vincent. Vous restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure avec un nouvel expert. C'est notre ami notaire Charles Flaubert. À tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa. Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Et comme chaque mois, c'est le moment de retrouver l'éclairage précis et pédagogique de notre ami David Benbassa de Bienicy. Bonjour David. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors ce mois-ci, ça pourrait être un peu de créole d'ailleurs. Ce mois-ci, David, vous êtes intéressé au marché de la maison individuelle en France. Absolument. Alors, depuis pas mal de mois maintenant, on voit que l'immobilier a quand même été bouleversé. Et là où il y a un impact aussi important de cette crise et cette pandémie mondiale, finalement, c'est sur les comportements de recherche des Français. On a regardé le mois dernier l'impact sur la montée en puissance de la location meublée. Cette fois-ci, on regarde la maison individuelle. Alors, la maison individuelle, je ne vais pas le répéter, mais c'est toujours bien de le dire, ça arrive en tête des rêves immobiliers des Français. Donc, elle est souvent le symbole de la famille qui s'agrandit, de la liberté, souvent de la réussite professionnelle. Alors, être propriétaire de sa maison, c'est la possibilité de l'aménager comme on l'entend, de réaliser des travaux quand on le souhaite, de profiter d'un espace extérieur à sa guise, d'une pièce en plus pour le télétravail notamment. Bref, l'idée, c'est d'avoir une maison à son image. Donc, le problème dans le choix d'une maison, c'est que souvent, le budget passe avant le choix de la superficie. C'est un point assez bloquant, je pense que vous allez en parler aujourd'hui. Donc, la préférence pour la maison individuelle s'explique aussi par la volonté peut-être de s'affranchir des charges de copropriété et de limiter la proximité avec ses voisins. On parle souvent du bruit, je pense que vous allez en parler aussi, qui est souvent gênant et ça crée des conflits entre voisinage. Mais souvent, elle implique aussi de s'éloigner de la ville et donc des commodités. Ce que l'on a constaté, nous, dès la fin du premier confinement, c'est évidemment, on en a parlé, une explosion des recherches immobilières. Si on s'intéresse maintenant à la typologie des biens, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a eu un nombre de consultations par annonce pour les appartements de plus de 30%, alors que la consultation des annonces pour les maisons, c'est de plus 70%, donc une vraie envie vers la maison individuelle. Donc c'est un constat encore plus marqué sur l'Île-de-France, où les annonces de transactions de maisons individuelles ont enregistré une augmentation de 60% des consultations. C'est extrêmement marquant, en tout cas à chaque fois, pendant et après les confinements. Sur la période, si on regarde d'avril à juillet 2020, de cette année, les annonces de maisons individuelles ont enregistré finalement 2 fois plus de consultations que l'année précédente. C'est un vrai mouvement, en tout cas sur les envies des Français. Donc, il ne faut pas seulement y voir de la curiosité, parce que quand on regarde après les volumes de contacts générés, ils ont suivi la même tendance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, sur la région Île-de-France, jusqu'en mars, on enregistrait davantage de contacts pour les annonces d'appartements. Donc, ça représentait 25 à 30% de plus que d'autres typologie de biens. Par contre, après avril, donc depuis à partir du mois de mai, on comptabilise plus de contacts par annonce pour les maisons. Ça, c'est assez marquant aussi, avec un ratio plus marqué de 70% en moyenne pour les maisons individuelles. Alors, maintenant, on regarde les alertes, parce que c'est aussi un autre élément de la recherche. De la même façon, la recherche, la pose d'alerte a beaucoup augmenté, disons j'ai du mal aujourd'hui, sur les alertes de maisons individuelles, et on voit une augmentation de plus de 50% au niveau national versus la période précédente. C'est assez hallucinant de regarder ça. Malgré tout, et c'est en comparatif, les alertes sur les biens immobiliers type appartement est resté assez stable. Donc après, une fois qu'on a vu ça, est-ce qu'ils recherchent plus de l'ancien ou du neuf ?
on peut s'y intéresser. Ce que l'on a constaté de la même façon en termes de recherche, c'est qu'il y a une hausse très très importante des recherches de terrain plus maison. Ça veut dire recherche sur des constructions de maisons individuelles, donc qui a été 2 fois plus nombreuse au niveau national à partir du mois de mai 2020. Ça, c'est également une vraie tendance. Donc, en Ile-de-France, c'est assez similaire, où il y a une progression de 63% des recherchants de maisons individuelles, donc maisons plus terrain. Alors on peut y voir une volonté non seulement d'habiter plus grand, disposer d'un jardin, d'un extérieur, d'un logement répondant aux normes de construction avec une meilleure isolation, je pense que vous allez en parler, mais aussi finalement de réaliser des économies d'énergie. Maintenant, si on regarde le top 3 des villes sur les 6 derniers mois, c'est un truc assez intéressant. C'est finalement, on retrouve sur le podium des villes d'Occitanie. Par exemple, Toulouse, Montpellier, Nîmes, où c'est là où on a eu plus de recherches de maisons. Alors c'est lié effectivement à la région, c'est lié peut-être effectivement aux agglomérations. En tout cas, c'est un élément qui était assez marquant. Et si on regarde l'Île-de-France, cette fois-ci, la recherche de maisons individuelles est plus importante sur Drancy dans le 93, Antony dans le 92, Fontenay-sous-Bois dans le 94. Je parle bien de recherche immobilière. Toutes ces villes font partie des villes du Grand Paris. Pour finir, et on va en finir là, dans ces périodes de confinement, le développement du télétravail, effectivement, on voit bien que la localisation reste quand même un élément important. Sur la typologie des biens, maison ou appartement, finalement, il faut qu'ils répondent aux envies et finalement aussi aux capacités d'investissement des recherchants et des futurs clients de ces agents immobiliers et autres promoteurs ou constructeurs de maisons individuelles. Merci David, toujours au taquet pour vos précieux conseils, mesdames et messieurs. On se retrouve tout de suite pour le Focus, toujours avec vous, David Benbassa. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa. Si vous venez nous rejoindre, nous sommes toujours dans le 23e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier pour notre Focus Marché, nouvelle séquence depuis cette année avec David Benbassa, où vous appelez chaque mois un professionnel. Absolument. Aujourd'hui, on va appeler quelqu'un qui s'y connaît en maison individuelle, donc c'était un bon interlocuteur pour parler de cette évolution. On va appeler tout de suite Olivier Créange, qui est le directeur de Coldwell Banker Paris-Ouest Résidentiel. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors finalement, moi je vais avoir 2 petites questions rapides. Déjà, comment ça se passe en cette rentrée particulière sur votre marché ? Je rappelle que vous êtes à Saint-Germain-en-Laye. Alors sur notre marché, sur cette rentrée particulière, disons que depuis le début du confinement, évidemment, on est plutôt à l'arrêt puisqu'on ne peut plus faire de visites. C'est sûr que ça bloque une grande partie de notre activité, forcément. Après, la reprise en tant que telle, après les vacances, a été très forte. On a une vraie demande sur ce type de biens, donc le marché se porte plutôt bien et on a hâte de pouvoir recommencer à reprendre les visites. Vous avez vu un réel élan de cette envie de maison par rapport aux appartements depuis la rentrée, tout simplement ? Oui, on assiste vraiment, enfin on parle même quasiment de modification du comportement du consommateur, puisque les clients qui avant étaient limités même par des superficies de terrain, ça veut dire qu'avant, quand on présentait des maisons avec des jardins qui étaient des terrains supérieurs à 700 000 m², on nous disait souvent que c'était des problèmes, c'est trop d'entretien, les clients n'en voulaient pas. Aujourd'hui, le fait qu'on soit dans une région qui est très privilégiée en termes de verdure, qui est très facile d'accès, où l'accès à Paris est facilité, que ce soit de manière ferrée ou routier, on a beaucoup de nouveaux clients en fait qui se disent que plutôt que de rester dans Paris, ils vont bénéficier de l'opportunité qu'offre le télétravail et du peu de fois où ils ont à retourner à Paris dans la semaine en fait, pour prendre quelque chose de plus grand, avec un extérieur, avec un jardin, et on a beaucoup de demandes sur ce type de produit. Alors vous parlez de changement de comportement, mais est-ce que finalement ça a rendu des secteurs peut-être plus attractifs dans la région, alors qu'ils l'étaient moins ? Tout à fait. Les secteurs qui étaient historiquement attractifs, donc par exemple si on est sur Saint-Germain-en-Laye, les secteurs qui sont autour du RER A, donc par exemple Chatou, Croissy, Le Vésinet, restent extrêmement attractifs, Saint-Germain-en-Laye reste extrêmement attractif. Mais d'autres secteurs qui sont soit sur des réseaux ferrés un peu moins cotés, on va dire, soit en l'absence de réseaux ferrés, sont devenus attractifs également. Je parle par exemple de Chambourcy, Orgeval, qui ont vraiment eu un regain d'intérêt très fort. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous pour ce témoignage et on vous rappellera pour prendre des nouvelles. Merci à vous, Olivier. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Voilà, si vous nous retrouvez toujours dans le cours de ce 23e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, on est ravis d'être avec vous. Toujours dans la séquence préférée que vous aimez chaque mois, c'est Ça vous concerne. Avec vous, l'ami Vincent. Oui, et notre expert notaire à Saint-Maur-des-Fossés, c'est Charles Flaubert. Bonjour Charles. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec plaisir, bienvenue. Plaisir partagé de vous retrouver. Eh bien oui, toujours. Alors la première question, ce mois de novembre, Charles, elle est d'Olivier du groupe Facebook Le Club des Proprios. Il vient d'être autorisé par sa mairie à construire une extension de 30 mètres carrés sur sa résidence principale. Sur l'acceptation de permis de construire, la mairie lui demande une assurance dommage-ouvrage. Mais Olivier réalise lui-même ses travaux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que la mairie peut lui refuser les travaux s'il ne souscrit pas à cette assurance dommage-ouvrage? Alors c'est une question importante. La mairie en tant que telle ne peut pas l'obliger à souscrire une assurance dommage-ouvrage. D'ailleurs, lorsqu'on réalise des travaux sur de l'ancien, sur un bâti qui est déjà existant, par exemple une extension, c'est assez complexe d'obtenir une assurance dommage-ouvrage. Les assureurs sont toujours un peu réticents à délivrer des assurances sur un bâti existant, puisqu'ils se retrouvent en réalité à garantir la totalité des constructions. Donc, difficulté d'obtenir cette assurance, et en tout état de cause, la mairie ne peut pas l'obliger. On peut lui conseiller de le faire, donc l'assurance dommage-ouvrage est possible, il peut la souscrire, simplement c'est pas une obligation. La mairie ne peut pas l'obliger à souscrire cette assurance. On peut lui conseiller de la souscrire. S'il ne peut pas, qu'il ne trouve pas d'assureur ou qu'il ne le souhaite pas, parce qu'il y a un coût qui est relativement important, on peut lui conseiller à ce moment-là de conserver toutes les factures des entreprises ayant réalisé les travaux et également les attestations d'assurance décennale des entreprises qui ont réalisé ces travaux. Ce qui permettra en cas de revente d'avoir quand même une action contre ces entreprises et contre les assureurs. Alors Charles, si j'en lis bien ce que nous dit notre auditeur, il va réaliser lui-même ses travaux. Ouais. Alors, et donc là, c'est ça. Alors, dans ce cas-là, s'il réalise lui-même ses travaux, il n'y aura pas donc d'entreprise, il y aura des achats de matériaux peut-être, mais il n'y aura pas d'entreprise. Dans ce cas-là, sa seule possibilité, c'est de souscrire une assurance dommage-ouvrage, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, on peut lui conseiller, mais il n'y a pas d'obligation légale. La seule chose, c'est que lorsqu'il revendra son bien, s'il le revend dans les 10 ans de l'achèvement de ses travaux d'extension, il est garant de cet ouvrage. Et donc, pendant 10 ans, l'acquéreur aura une action contre lui. Et il n'aura pas d'assurance à interposer, si je puis dire, entre lui-même et l'acquéreur. En un mot, mais très court, ça sert à quoi une assurance dommage-ouvrage? Alors, une assurance dommage-ouvrage, ça sert en réalité à avoir un assureur qui vous indemnise lorsqu'il y a une atteinte. Alors, sur l'ouvrage, c'est une vaste question, mais qu'est-ce que c'est qu'une atteinte qui entraîne la mise en place et on va dire la mise en jeu de l'assurance dommage-ouvrage? Il faut qu'on atteigne, enfin, qu'on porte atteinte à la solidité de l'immeuble, à la structure même de l'immeuble. On parle souvent, parfois, vous voyez, de tout ce qui est les toitures, l'étanchéité de l'immeuble, la structure en béton de l'immeuble. S'il y a une atteinte à sa structure en béton, entre guillemets, que l'immeuble s'écroule, l'assurance vient à jouer. Si en revanche c'est esthétique, et là en revanche, l'assurance dommage-ouvrage ne vient pas à s'appliquer. Voilà. Merci Charles pour la réponse à Olivier. On poursuit avec une question de Bastien qui s'apprête à vendre un appartement dans lequel il a réalisé près de 30 000 € de travaux. Bastien se demande si ces travaux peuvent être pris en compte dans la vente pour réduire le montant de l'imposition sur la plus-value qu'il aura à payer. D'accord. Donc, tout d'abord, on suppose que cet auditeur ne vend pas sa résidence principale, puisque sinon, on le sait, on peut toujours le répéter, hein, ça fait jamais de mal, il n'y a pas de plus-value compte tenu de la réglementation fiscale actuelle dans la vente de la résidence principale. Donc, cet auditeur vend un bien, il a réalisé des travaux, est-ce qu'il peut déduire ces travaux de la plus-value? La réponse, elle est assez simple. C'est en réalité, si ces travaux étaient des travaux qui n'étaient pas simplement des travaux de rénovation ou d'entretien, ça n'est pas possible. Si en revanche ces travaux étaient des travaux lourds, des travaux de création d'une salle de bain, des travaux de reconstruction, des travaux particulièrement importants, dans ce cas-là, ils peuvent être déduits de sa plus-value. On fait un calcul. Il faut également lui préciser que si jamais il est propriétaire depuis plus de 5 ans, il a le droit à un abattement, enfin un montant de travaux forfaitaires de 15%. Donc si ces 30 000 € de travaux sont supérieurs effectivement aux 15% de la valeur du prix d'achat et que ces travaux correspondent à des travaux, on va dire, importants, pas des simples travaux de rénovation, dans ce cas-là, effectivement, il pourra les prendre en compte et les déduire de sa plus-value. Son notaire se fera un plaisir, bien évidemment, de lui faire le calcul avant la mise en vente.
Merci beaucoup, Charles Flaubert. Pour vos conseils, votre étude, c'est à Saint-Maur. À Saint-Maur-des-Fossés, tout à fait. À Saint-Maur-des-Fossés. Vous voulez à votre tour poser des questions à nos experts. Rendez-vous sur le Club des Proprios, le groupe Facebook géré pour Capital. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Charles. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans notre 23e numéro. Si vous venez de nous rejoindre, voilà notre deuxième séquence avec nos invités qui sont avec nous pour parler du rêve préféré des Français. Le rêve absolu, c'est la maison individuelle. Avec nous, c'est Christophe Boucaud qui est avec nous, qui est délégué général du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. Merci d'être avec nous, Christophe. Et bien évidemment, notre ami Christopher Gonsalves, qui représente Orpi France, le premier réseau immobilier français. Et bien vous, toujours avec vous, mon cher Guillaume. Hein, il est toujours là, Guillaume. Caché, mais là. C'est à vous. Alors, on entame la deuxième partie. Donc, on l'a dit effectivement, messieurs, tout à l'heure, beaucoup de Français rêvent de maison. On l'a vu avec les tendances que vous nous avez données du marché. Mais en fait, celle-ci a-t-elle seulement un avenir? J'ai envie de vous poser la question. À l'heure où le gouvernement lutte contre l'artificialisation des sols, il encourage à densifier les villes, la maison a-t-elle un avenir? Pour moi, sans aucun doute. On l'a dit, c'est un produit, c'est un logement, c'est un type d'habitat, une forme d'habitat qui est plébiscité. Puis ensuite, il y a quand même une réalité qui nous entoure au quotidien. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait construire Dubaï à Guéret. Par là, c'est ce qui est possible de faire. Ce qui est possible de faire à Paris, ce qui est acceptable à Paris, en proche région parisienne, à Lyon, dans des villes justement denses que l'on s'efforce aujourd'hui de rendre d'ailleurs plus vivable, plus désirable, de réintroduire de la nature. Ce qui est possible de faire là, c'est pas possible de le faire dans tous les territoires qui composent notre beau pays. Et aujourd'hui, il faut dire que la question finalement de l'artificialisation des sols, en fait, la question qui nous est posée à nous, professionnels de l'aménagement du territoire et de l'immobilier, c'est la question de la sobriété foncière. C'est-à-dire comment est-ce que effectivement on exploite mieux, de manière plus sobre, la ressource, la matière première de l'habitat, qui est celle du foncier. Et là-dedans, sur cette dimension-là, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits par les professionnels. Aujourd'hui, on a des surfaces de terrain qui sont de 30% inférieures à ce qu'elles étaient il y a 10 ans. On a aujourd'hui sur des zones d'aménagement avec des professionnels de l'aménagement, des aménageurs fonciers qui conçoivent et réalisent les opérations. On a des densités en maisons individuelles qui sont aussi fortes qu'en logement collectif. On construit aujourd'hui de la maison en dents creuses, en fond de parcelle. Enfin, donc c'est un mouvement qui est à l'œuvre. Au-delà de ça, on est aujourd'hui pris dans une vision assez binaire qui consiste à opposer collectif et individuel, zone tendue, zone détendue, construction neuve, réhabilitation. Or, la diversité et la réalité fait qu'on a besoin et de construire et de rénover, et de construire du logement individuel et de construire du logement collectif, parce que tout ça répond à des usages, à des attentes différentes entre un jeune couple, une famille. Christophe Boucaud, vous parlez des usages. Alors justement, j'en profite pour vous poser ces questions. Il y a des nouveaux modèles de maisons. Aujourd'hui, par exemple, je sais pas, la mitoyenneté. Est-ce que c'est en train d'émerger? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans le concept de la maison individuelle, de ce qu'appellent notamment les Québécois les maisons unifamiliales, est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouveaux modèles? Vous savez, à cause de la pression foncière. Oui, est-ce que la citoyenneté, ça se développe? Est-ce que les copropriétés de sol, vous savez, les ASL ou autres, se développent? Voilà. Oui, nécessairement, je veux dire, c'est que on a toujours la vision de la maison, je caricaturais, avec la maison dont on fait le tour, en haut du talus entre guillemets, qui domine. Ça, c'est une vision un peu désuète finalement de ce qui se construit aujourd'hui. Les années 50, les années 60. On a effectivement l'image des zones pavillonnaires, dévorantes. Bon. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on construit des maisons sur des terrains de plus en plus petits parce que les gens, tout simplement, ils n'ont pas non plus envie d'entretenir 1500 mètres carrés de jardin. C'est pas vrai. Ils n'ont plus les moyens d'acheter aussi. Ils ont aussi, effectivement, un problème de solvabilité. Mais au-delà de ça, c'est aussi une capacité à faire. Et ce que veulent les gens, c'est un espace dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils peuvent accomplir leur projet de vie, dans lequel ils vont pouvoir développer leur famille, donner un accès à la nature à leurs enfants, pouvoir eux-mêmes en profiter le week-end. Mais
on le voit d'ailleurs en collectif avec l'appétence sur les terrasses, les balcons, enfin toute cette question de la nature et de l'accès à la nature, finalement, on les retrouve de la même manière en logement collectif, en tout cas l'intérêt A, qu'on le trouve en maison. La vraie différence, c'est qu'en maison, c'est une caractéristique intrinsèque du produit maison, c'est d'avoir un accès à l'extérieur beaucoup plus favorisé. Vous me donnez une transition toute faite, donc on voit les avantages de la maison individuelle sur un plan purement affectif, enfin environnemental. Sur un plan purement financier, maintenant, quels sont les avantages, question toute bête en fait, quels sont les avantages à acheter une maison plutôt que dans le collectif ? Alors, le seul avantage financier qu'on puisse trouver à acheter une maison, c'est la revente, puisqu'on l'a dit, c'est devenu, ou ça l'était déjà avant, parce que nous, on avait déjà observé une tendance avant le confinement sur une recherche plus accrue vers la maison. On va dire que le placement est plus assuré, puisque déjà, il y a moins de produits disponibles. Mais après, le choix de la maison, c'est définitivement pas un arbitrage en fait financier, c'est plutôt une possibilité de faire financièrement. Bien sûr. Parce qu'après, financièrement, il y a quelques autres contraintes, c'est-à-dire c'est un habitat qu'il faut gérer seul, contrairement à une copropriété, donc il faut pouvoir anticiper des gros travaux. Quand j'habite dans une copropriété, il y a une provision pour gros travaux qui permet de prévoir certaines choses. Dans une maison, il faut que je prévoie certaines choses. Il y a l'entretien, où il y a un coût. Voilà, donc, mais c'est avant tout, encore une fois, acheter une maison, c'est un projet de vie. Ça correspond à un projet de vie. Christophe l'a dit à juste titre, c'est que ça correspond à un usage, ça correspond à la volonté d'avoir un extérieur pour jouer avec les enfants, de pouvoir faire du sport dans une pièce parce qu'il y a une pièce supplémentaire, etc., etc. Donc c'est avant tout un usage plutôt qu'un choix financier. Alors c'est intéressant puisque ce que vous dites, puisque en fait c'est une aspiration au fond. C'est un vrai projet, c'est-à-dire que finalement, avantages, inconvénients financiers, bon, il n'y a pas. Mais quand même, s'il devait y avoir quelques inconvénients, juste pour checker un petit peu de la maison, les plus majeurs, je veux dire, dans votre checklist, les trois premiers inconvénients. Les immuables chiants d'une maison, voilà, par exemple. L'entretien. Ouais, alors, soit du terrain. Et le coût de l'entretien. Voilà, c'est ça. Soit du terrain ou soit de la bâtisse. La toiture, la chaudière, voilà, l'entretien qui est inhérent en fait à la maison. Et ça, c'est plus le cas dans des zones urbaines un peu moins détendues, plus détendues. On est d'accord. Bon, un peu partout, parce que même une maison urbaine, vous allez avoir un entretien qui n'existe pas en appartement, en tout cas qui n'est pas de votre responsabilité. Exemple. La chaudière, la toiture, voilà, toutes les charges en fait qui sont plutôt gérées par la copropriété habituellement. Oui, ça coûte un bras une toiture. Je connais bien le sujet. Ça coûte combien une toiture à refaire? Isolé. Il n'y a pas vraiment de prix. Non, mais sur une maison typique, 120 mètres carrés, comme vous disiez tout à l'heure. 50 000 € la mienne. Oh oui. Oh, c'est une belle maison. C'est une belle voiture. Une belle maison. Là, vous avez d'autres chiffres. Tout dépend de la réflexion de toiture. Si l'entretien est fait régulièrement. La question de l'entretien. La question de l'entretien, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Sur les avantages, juste pour y revenir, c'est qu'une maison. Elle est, vue des ménages, elle est aussi plus évolutive qu'un appartement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la transformer plus facilement qu'on peut le faire en appartement. Après, dans les avantages directs, c'est que quand vous êtes en logement individuel ou en maison individuelle, vous n'avez pas de charge de copropriété. Donc, effectivement, la contrepartie, c'est que les seuls travaux reposent finalement sur votre propre capacité à pouvoir les faire. Sur les inconvénients, je vous rejoins, c'est l'entretien de l'espace, l'entretien de la maison et de son bâti, le renouvellement des équipements que vous avez à supporter à 100%. Alors justement, mais ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que ça, en neuf en tout cas, ça coûte beaucoup moins cher de construire une maison que d'acheter un appartement. C'est-à-dire qu'en logement neuf, en construction neuve, plus on construit dense, plus on construit cher. Ah oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Ok. Oui, alors justement, je profite de ce sujet. En termes de performance, on parle beaucoup de performance énergétique. L'annonce a été faite par le gouvernement, 100 milliards sur le plan de relance, beaucoup d'argent sur la rénovation énergétique, notamment des copropriétés urbaines, la naissance de ma prime Rénov' depuis le 1er octobre, faire.fr, dans pingou.fr, qui permet en fait de checker les bonnes entreprises qui vont bien. C'est quoi, Christophe, les points clés à surveiller en matière de rénovation énergétique dans une maison? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux?
Vous avez donné un indice tout à l'heure, la toiture, parce que la toiture, je pense que c'est un élément à isoler. Oui, c'est l'isolation. Alors après, sur la construction neuve, la question ne se pose pas, parce que de toute façon, les générations de ce qu'on produit aujourd'hui sont aux normes. Non, mais dans l'ancien, quand on va aller acheter une maison des années 70... Isolation. Oui, mais quelle isolation? L'isolation intrinsèque d'une maison, d'un logement. Bien surveiller le DPE, vous voulez dire, par exemple, voilà, j'ai fait un DPE avec une étiquette. La génération de la construction, parce que, en fonction de la date de construction, on a des réglementations thermiques. Mais où se passent les déperditions, en fait? C'est ça que murs, toiture. Sur l'ancien, les combles aussi, non? Oui, sur l'ancien, il faut surveiller effectivement la toiture et les combles parce que faut savoir c'est que 30% de la chaleur en fait s'échappe par le toit. Par le toit. Ah d'accord. Donc il faut vraiment surveiller ça. Alors le DPE c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il faut y prêter une attention. Il faut être accompagné par un professionnel parce que l'interprétation d'un DPE est pas si simple que ça. Il faut savoir c'est que par exemple 14% des logements sont classés en ABC uniquement. Donc c'est-à-dire que être en D ou en E, c'est pas forcément affolant. Il faut juste savoir l'interpréter. Donc après, lors de la visite, effectivement, faire attention à l'état de la chaudière, l'ancienneté de la chaudière, la toiture, l'isolation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Aujourd'hui, 85% des Français prêtent une attention en fait à la consommation énergétique, alors qu'ils maîtrisent pas beaucoup les aides, notamment MaPrimeRénov qui a été mise en place récemment. Puisque 70% déclarent ne pas maîtriser du tout. Justement, en fait, MaPrimeRénov, là, vous en pensez quoi, tous les deux? Vous avez peut-être étudié la question. C'est une aide qui est aujourd'hui très satisfaisante pour les propriétaires. Alors, je vais ajouter MaPrimeRénov avec le site internet que je trouve très bien fait. C'est faire.gouv.fr. Qui permet de checker, parce qu'avec la RGE, vous savez, au niveau des il y a les labels qualifiants et certifiants, justement. Parce que, entre nous, on a fait une émission là-dessus. Quand quelqu'un va naviguer pour essayer d'entamer un processus de rénovation énergétique, c'est un gros mal de tête, parce qu'entre les démarcheurs qui lui disent ça vous coûte juste 1 euro, et en réalité il y a beaucoup d'arnaques dans le sujet, c'est hyper important. Vous êtes au cœur du réacteur, là encore une fois, vous Christophe, à la FFB, justement, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on conseille à nos amis qui nous écoutent? MaPrimeRénov, c'est vraiment un dispositif qui est tourné, qui est ambitieux et pour une fois qui est complètement juste et qui concerne tout le monde. Je m'explique. Alors déjà, l'enveloppe, c'est 1 à 2 milliards qui seront distribués en 2021 et 2022, accessible à tous les revenus, avec bien évidemment un niveau d'aide qui est différent suivant la tranche de revenus, disponible pour les bailleurs, très important. Et enfin, autre point très important, les copropriétés, qui peuvent même monter un dossier collectif. On sait que les copropriétés aujourd'hui souffrent beaucoup des gros travaux qui peuvent pas réaliser des fois par manque de budget. Donc c'est très important. Il faut savoir c'est que le bâti aujourd'hui c'est 44% de la consommation énergétique. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, à partir du moment où on est un acteur du logement, on est un acteur de la rénovation énergétique. Nous, on s'était engagé en 2017 et on s'est engagé en 2019 au travers d'un Green Deal signé avec le ministère. Le but, c'était de sensibiliser, accompagner, guider les clients justement sur les aides disponibles. Et prochainement, sera disponible même un simulateur en ligne sur notre site orpi.com qui permettra de calculer les aides. Franchement, la ministre Vargon était d'ailleurs sur ce plateau pour en parler. Il y a beaucoup d'arnaques dans le métier, dans ce métier-là. On fait comment pour se sortir de tout ça? Être accompagné par un professionnel validé. C'est mieux, Christophe. Oui. Il faut être accompagné par un professionnel. Je veux dire, à chaque dispositif entre guillemets puissant va son lot d'aubaines, de phénomènes de certains professionnels. Sur MaPrimeRénov, parce que la question a été posée, la rénovation énergétique. Globalement, quand même, ce qu'on peut nous observer, parce qu'on a dans nos membres des constructeurs ou des promoteurs qui font dans la rénovation globale, c'est-à-dire qui interviennent vraiment, non pas sur des cordettes à séparer, c'est-à-dire je change la chaudière ou je mets de la ligne minérale dans les comptes, mais vraiment sur la rénovation globale. En fait, le projet, il est avant tout une rénovation globale, avant d'être une rénovation énergétique. C'est-à-dire que la question de la rénovation énergétique, finalement, elle s'embarque dans un projet plus vaste qui est celui de l'amélioration de l'espace, du confort, de l'air, de la spatialité, de la qualité de l'air, plein de choses. Globalement, aujourd'hui, une rénovation globale d'une maison, c'est 40-50 000 euros. C'est environ 600 euros par mètre carré habitable. Voilà, si vous voulez des ordres de grandeur. Et donc, sur la partie aide, appui finalement de la puissance publique pour effectivement embarquer ces travaux de rénovation énergétique, nous on persiste à dire au-delà du caractère tout à fait exceptionnel du plan de relance et de ce que mobilise l'État en faveur de la rénovation énergétique. Sur la rénovation globale, de notre point de vue, ça reste trop juste pour pouvoir effectivement être adapté pour déclencher des travaux de rénovation globale énergétique qui,
globalement, et tout le monde en convient, sont les travaux qui permettent réellement de gagner à la fois en consommation énergétique, mais aussi en confort, en qualité de vie dans le bâtiment. C'est-à-dire que une rénovation, sur un angle énergétique, on fait pas. C'est compliqué de faire des choses par tranche et de manière successive. Alors on peut avoir effectivement des programmes de travaux bien pensés par des professionnels qui peuvent accompagner des budgets un peu serrés, mais si on le peut, mieux vaut passer par une approche globale parce qu'on va traiter à la fois le bâti, c'est-à-dire le passif, c'est-à-dire la qualité intrinsèque du logement et en particulier de la maison, tout en travaillant sur les équipements et toute la gestion active qui vont permettre effectivement de maîtriser et de réduire les consommations. Très clair. Merci beaucoup, messieurs. Je crois que nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup. Je trouve que ça a été très prosaïque, très pratique. Et mesdames et messieurs, n'hésitez pas sur le club Facebook des proprios sur Capital de poser aussi toutes vos questions. On vous guidera, bien évidemment. On enchaîne tout de suite. Merci Christophe Boucaud. Je rappelle que vous êtes délégué général du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Merci d'être avec nous. Vous êtes le bienvenu. Et bien sûr, Christopher Gonsalves qui représente Orpi France. Merci. Merci Sylvain. À tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC Que Choisir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours ici en direct avec le 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Et c'est notre séquence, Guillaume, que nous avons inaugurée pour cette 3e saison avec nos amis de l'UFC Que Choisir. Oui, et ce mois-ci, nous sommes avec Gwenaëlle Lejeune du service juridique de l'UFC Que Choisir qui est par téléphone avec nous. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Guillaume. Vous allez aujourd'hui zoomer sur les problèmes de voisinage qui, en ces temps de confinement, peuvent se faire davantage ressentir. On vous écoute. Oui, peut-être qu'en ce moment, certains d'entre vous le ressentent un peu plus que d'ordinaire, la présence de voisins qui peuvent se montrer particulièrement bruyants. Alors, il y a quelques grands principes qui sont à retenir. Tout d'abord, nul ne doit causer à autrui un trouble qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage. Alors, ça signifie en fait que les nuisances sonores peuvent être sanctionnées si elles excèdent les aléas qui sont propres à la vie en collectivité. Alors, qu'elles surviennent de jour ou de nuit, importe peu. En fait, la grande différence, c'est que si le bruit se produit en journée, pour être susceptible d'être perçu comme anormal, il faudrait qu'il soit répétitif, fort ou intense, ou durer dans le temps, pour prendre les termes qui sont dans le code de la santé publique. Il faut aussi que ce soit mis en perspective, parce que des travaux qui seraient réalisés pendant une après-midi, ça peut être pénible, mais c'est justifiable. Et par contre, si vous avez un voisin qui est un adepte de la batterie et qui va vous jouer à longueur de journée des morceaux toute la journée dans un logement insonorisé, là, ça sera un petit peu plus difficile à justifier. Donc, vous pouvez le comprendre, il y a quand même une très forte part de subjectivité. Et idéalement, faute de pouvoir faire venir des tiers en ce moment, vous pouvez déjà essayer de voir si vos autres voisins sont eux aussi importunés par ces mêmes bruits et nuisances sonores. Oui, et à plus long terme, comment on fait pour faire cesser ces bruits s'ils perdurent ? Alors, il faut serrer les dents d'abord, parce qu'on ne peut pas compter saisir un jeu tout de suite. Il faut d'abord prendre contact avec ce voisin délicat pour lui expliquer la situation, parce qu'il faut déjà partir du principe qu'il va rester. Ça va rester votre voisin par la suite malgré tout, et que donc si on peut éviter d'envenimer une situation, ça peut être pas trop mal. Si c'est un locataire qui est le fauteur de trouble, dans ce cas, il faut penser à y prévenir aussi son propriétaire. Si rien ne change, il faut lui envoyer un courrier, simple, puis en recommander avec accusé de réception. Et regardez également aussi s'il n'y a pas des règles plus spécifiques. Par exemple, si vous êtes en copropriété, un règlement de copropriété peut prévoir parfois des règles qui sont relatives au bruit. Et si le voisin ne respecte pas, dans ce cas, on prévient le syndic. Alors, vous pouvez le faire directement ou si vous êtes vous-même locataire par l'intermédiaire de votre propriétaire. L'autre possibilité, parfois, c'est l'existence d'un arrêté municipal. Il y a certains arrêtés municipaux qui peuvent parfois intervenir pour interdire des activités qui sont bruyantes avant ou après certaines heures, ou à l'inverse, n'en autoriser que pendant certaines plages horaires. L'exemple type, c'est la tondeuse à gazon. Si c'est le cas, on peut dans ce cas prévenir la mairie. On peut aussi contacter les services de police pour tapage, que ce soit nocturne ou diurne. Si ça peut être constaté, ça peut donner lieu à contravention. Par contre, si ça persiste, alors là, il va falloir véritablement s'organiser. Tout d'abord, il faut penser à se ménager la preuve des troubles qui sont subis. Là, tous les moyens sont bons. Vous pouvez prendre tous les courriers que vous aurez envoyés, attestations qui peuvent être établies par des tiers, des vidéos, par exemple, voire même un constat d'huissier si vous pensez vraiment que la situation est bloquée et qu'il faudra finir devant un juge. Ensuite, il faut savoir qu'il faudra quand même passer par une tentative de résolution amiable. C'est obligatoire et qu'à défaut, si vous faites une demande en justice ensuite, le juge pourrait refuser d'examiner cette demande. Ça n'a pas été fait.
Alors, à cet effet, il y a la possibilité de recourir au service d'un conciliateur de justice. Alors vous allez dire, pourquoi celui-là? Parce que contrairement à une médiation, la conciliation, ça reste une démarche qui est gratuite. Et on peut facilement trouver les coordonnées du conciliateur local en s'adressant tout simplement à sa mairie ou au tribunal local. Par contre, si ça n'aboutit pas, c'est là et seulement là qu'il va falloir penser à une action en justice et que ça pourrait être utilement envisagé. Mais bon, il faudra d'abord monter un dossier, mettre vraiment en évidence un trouble qui serait anormal et aussi toutes les démarches qui ont pu être entreprises à l'amiable par vous. La difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un procès, ça peut être long, mais surtout que dans la mesure où est apprécié un caractère normal ou anormal de nuisance, il y a quand même un très très fort aléa et il ne faut pas l'oublier. Dernière question, Gwenaëlle. Puis-je contraindre finalement mon voisin à insonoriser son logement? Ah, la réponse est malheureusement claire, c'est non. Par contre, s'il y a une détérioration de l'isolation acoustique dans une copropriété, alors l'exemple classique, c'est quand on vous pose finalement un carrelage au lieu du revêtement qui était initialement prévu et qui avait été mis en place lors de la construction, là, c'est susceptible d'engager la responsabilité du copropriétaire parce qu'il ne respecterait pas le règlement de copropriété ou bien des normes en vigueur. Ça sera à charge pour lui ensuite de se retourner contre son propre locataire si c'est lui qui avait décidé de ce changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwenaëlle Lejeune. Merci, Gwenaëlle Lejeune. On va vous retrouver le mois prochain, comme d'habitude, pour notre prochain numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci encore et on vous souhaite un joyeux confinement, si tant soit peu qu'on puisse le dire. Voilà. Bon confinement à vous aussi. Merci. À tout de suite. Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne. Rebonjour à toutes et à tous, si vous prenez l'émission en cours, 23e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, séquence préférée, 3e partie de Ça vous concerne, toujours avec l'ami Vincent au taquet. Oui, et c'est une première pour notre experte maintenant, c'est Delphine Herman. Bonjour Delphine. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice d'Homeliou, vous êtes chasseur immobilier, vous recherchez des appartements à Paris et dans sa région. Vous êtes aussi à Aix, je crois. Oui. Vous venez pour la première fois, donc bienvenue à vous. Voici votre première question, elle est d'Arthur. Arthur s'apprête à vendre la maison de ses parents dans la banlieue de Grenoble. Il se demande comment correctement faire estimer son bien, à combien de professionnels, est-ce qu'il doit faire appel, est-ce que ça l'engage pour la suite et est-ce que les estimateurs en ligne sont utiles et sont véridiques? Delphine. Alors, c'est une très bonne question. On va commencer tout de suite par la partie sur les estimateurs en ligne. Effectivement, aujourd'hui, on a un grand nombre de données qui sont accessibles gratuitement à l'ensemble des particuliers et qui pourront permettre à Arthur et à toute personne qui s'y rendra de se faire un petit peu un avis sur les prix du marché en fonction des types de biens, appartements, maisons, localement, et en fonction d'une adresse qu'il aurait rentrée. Mais ça ne va lui donner qu'une fourchette. En fonction des estimateurs, il faut faire attention. On va être parfois sur du net vendeur, parfois on va être sur des biens qui vont être avec un prix incluant des honoraires d'agence. Donc c'est un petit peu compliqué pour un particulier de faire la différence et de positionner son propre bien avec ses spécificités sur ce genre d'estimateurs qui vont en plus lui donner une fourchette extrêmement large. Ouais. Voilà, ça c'est le premier point sur les estimateurs en ligne. Concernant les professionnels, en fait, Arthur pourrait faire appel à deux types de professionnels différents. Vous avez d'une part les experts en évaluation immobilière et d'autre part, bien entendu, les agents immobiliers ou mandataires immobiliers. J'attire votre attention et son attention à Arthur sur ces deux professions différentes, puisqu'en fait, l'expert va réellement produire une évaluation, l'agent immobilier ou le mandataire immobilier va produire un avis de valeur. Hein. C'est bien différent et ils ne vont pas travailler de la même façon. Je vais essayer de l'expliquer assez rapidement. L'expert travaille sur un ordre de mission, on va lui donner un objectif. Là, en l'occurrence, on va lui expliquer que c'est dans l'objectif de vendre. Il va faire une évaluation objective basée sur des ventes effectives. Mais le petit biais pourrait être que l'expert va parfois remonter sur 2 ou 3 ans. Donc en fonction de la région ou de la commune sur laquelle vous vous situez, les prix de base de l'expert ne vont peut-être pas être suffisamment pertinents. Hein, sur des marchés tendus, ça augmente fortement, notamment. Sur des biens qui vont avoir les mêmes caractéristiques, qu'il va pondérer en fonction d'éléments liés notamment pour une maison à de l'urbanisme, le PLU ou le COS, si le PLU, le plan local d'urbanisme, n'a pas été mis en place, une déclaration d'achèvement des travaux. Enfin, il va demander un grand nombre de documents avant de se lancer dans l'expertise. Il va rendre un rapport d'environ 25-30 pages pour un bien typique, qui répond à une charte particulière, la charte des experts en évaluation immobilière, et il va donner une valeur vénale. C'est un travail qui est rémunéré par le demandeur, donc ça n'est pas gratuit. En revanche, c'est effectivement sans engagement pour la personne qui le demande. Ça, c'est la première partie.
L'autre type de professionnel auquel on peut faire appel, et c'est en règle générale ce que font les gens quand ils souhaitent mettre en vente leurs biens, c'est un agent immobilier ou un mandataire immobilier qui va travailler simplement sur la demande de la personne et qui va évaluer le bien en fonction de ses connaissances et d'un objectif commercial de mise en vente du bien, de mise sur le marché. Donc, attention, il poursuit un objectif qui est potentiellement peut-être de prendre un mandat. Il pourrait être amené aussi à demander au futur vendeur son prix psychologique et à essayer de se positionner par rapport à celui-ci. Il va essayer de positionner le bien par rapport à des biens comparables actuellement à la vente, par rapport à des ventes passées aussi, parfois plus récentes, des ventes effectives. Il peut poser des questions et obtenir des documents de travaux, d'urbanisme, etc. lui aussi, mais là c'est vraiment en fonction de l'interlocuteur que vous aurez en face de vous, il va pousser plus ou moins l'enquête, et il va rendre un avis de valeur, et non pas une évaluation. Là, en l'occurrence, le travail est en règle générale offert par l'agent immobilier ou le mandataire. Je dis bien offert, hein, ça n'est pas gratuit, il fut un temps rémunéré, et c'est là aussi sans engagement, bien entendu, de la part de la personne qui le demande, donc là en l'occurrence d'Arthur, mais bien entendu, on peut envisager que les agents immobiliers ou les mandataires à qui il va faire appel vont essayer de lui expliquer leurs services pour peut-être prendre un mandat de vente. L'intérêt étant pour Arthur d'essayer justement de profiter de ce moment pour comprendre comment l'agent immobilier a fonctionné, quelles sont ses méthodes, quels sont éventuellement les services qu'il pourrait proposer, parce que c'est d'abord et avant tout une relation de confiance. Ouais. Donc il faut qu'il puisse faire parler la personne qui vient lui présenter l'avis de valeur et non pas qu'il lui envoie par mail. Merci beaucoup Delphine Herman. Nouvelle question de Martine du groupe Facebook Le Club des Proprios. Elle a acheté un appartement neuf destiné à de la location. Il sera livré en janvier prochain. Quelles dispositions est-ce qu'elle doit prendre dans le contexte actuel pour espérer trouver un locataire à cette période en janvier ? Alors c'est effectivement un contexte assez particulier que nous vivons, de reconfinement depuis le 30 octobre et qui a défini et aussi restreint évidemment les possibilités tant pour les professionnels de l'immobilier que pour les particuliers, que ce soit dans la transaction ou dans la location. Et d'ailleurs, l'ensemble des organisations syndicales, des voix référentes de l'immobilier et des grandes enseignes leaders ont communiqué là-dessus pour essayer de faire bouger le cadre, puisque ce cadre a été précisé et reconfirmé récemment, puisqu'en fait, le point principal, c'est que Martine, comme toute personne, comme tout bailleur qui veut mettre en location son bien actuellement ou en vente, n'a pas la possibilité, le droit de réaliser des visites physiques. Hein. C'est le premier point. Ça, c'est vraiment interdit à date et pour l'instant jusqu'au 1er décembre. On pourrait envisager que cela puisse continuer, mais on ne le sait pas pour l'instant. En revanche, ce qu'on a le droit de faire et ce que Martine peut faire pour l'instant, elle peut commencer à préparer la mise en location de son bien. Donc, elle peut, si elle souhaite le faire par elle-même, commencer à étudier le marché pour déterminer un montant de loyer ou prendre contact avec un professionnel qui l'accompagnera sur ce point. Elle peut commencer à réunir, puisqu'on parle d'appartements achetés sur plan, l'ensemble des documents de copropriété, plans, photos, projections, éventuellement visites virtuelles qui avaient été réalisées par le promoteur. Si c'est une location meublée, elle peut commencer à acheter, alors pas en physique, mais sur Internet, les différents meubles et équipements pour l'appartement et se les faire livrer. Et bien entendu, elle peut aussi prendre contact, si elle le souhaite, passer par un professionnel avec qui elle a le droit de signer un mandat de gestion, qu'il pourra faire soit en électronique, soit en présentiel, et préparer la mise en location avec lui. Ensuite, l'appartement, a priori, ne sera livré qu'en janvier, donc on peut espérer qu'en janvier, elle aura le droit de faire des visites physiques. Mais si ça n'était pas le cas, elle pourra bien entendu continuer à faire des visites virtuelles et elle aura tout à fait la possibilité, avec un professionnel ou non, de faire un état des lieux d'entrée, bien entendu. Et son locataire aura le droit de déménager, qu'il passe par un professionnel ou qu'il passe par un particulier, mais dans la limite de 6 personnes maximum qui ont le droit de l'assister dans cette tâche. Merci beaucoup Delphine Herman. Vous êtes chasseur immobilier pour Only You. Merci d'être venu dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain avec nos experts, Guillaume Sylvain. Dès maintenant, vous pouvez poser vos questions sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Merci Guillaume, et on vous retrouve toujours au taquet le mois prochain. À tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci, vous êtes toujours avec nous. Et c'est la fin du 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, mon cher Guillaume. On va se retrouver le mois prochain et on va essayer de faire en sorte que cette année 2020
Je parie qu'on va s'en souvenir longtemps, n'est-ce pas? Oui, on va s'en souvenir. Et on va terminer avec une émission qui va vous plaire, enfin en tout cas on l'espère, parce que c'est une émission spéciale arnaque dans l'immobilier, une émission dans laquelle on vous donnera bien évidemment tous les conseils pour déjouer les pièges, et ils sont nombreux, que vous pouvez rencontrer dans vos projets immobiliers. Alors on vous retrouve le mois prochain. Absolument. Bon, écoutez, il n'y a pas d'arnaque en général dans l'immobilier. Enfin, on va quand même en parler pour vous donner tous les bons tuyaux. Ce qui est important, c'est de décrypter l'actualité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec nos amis de Capital et de Radio Imo. Merci aussi de poser vos questions sur le club Facebook des Proprios. On vous répond en direct avec nos experts. On se retrouve donc le 19 décembre et on espère, si possible, déconfiner. À très vite. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.